Chers compatriotes, si les tensions politiques et sociales étaient déjà vives au cours de l'année électorale 2020, la fermeture des frontières est venue s'ajouter à la longue liste des problèmes lancinants du pays. Et plus cette situation perdure, plus l'inquiétude monte et grandit. En effet, c'est le 27 septembre 2020 que le président Alpha Condé a ordonné la fermeture des frontières avec 3 de ses 6 voisins, la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Sierra Leone. C'était donc quelques 3 semaines avant l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Aucune explication officielle n'avait été fournie, mais Jeune Afrique avait révélé les raisons une semaine plus tard. Selon le journal que je cite, c'était au cours d'une audience accordée à une délégation conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU que le président Alpha Condé a mis en avant des motifs d'ordre sécuritaire. Il aurait reçu des informations selon lesquelles le président bissau-guinéen Umaru Sissoco Embalo et le vice-président sierra-léonais Mohamed Julde Diallo manœuvreraient pour introduire en Guinée des populations recrutées sur une base communautaire afin de perturber les opérations électorales avant, pendant et après les élections. Selon ces dires, Umaru Sissoco Embalo s'en cacherait à peine et le vice-président sierra-léonais agirait à l'insu du chef de l'État, Julius Maada Bio. Quant au cas du Sénégal, où réside la plus importante diaspora guinéenne, laquelle ne devrait pas pouvoir voter pour des raisons techniques officiellement, les autorités de Conakry restent inquiètes sur le fait que des ressortissants proches de l'opposition puissent être tentés de rentrer en Guinée pour prêter main forte aux partisans de Cellou Dalein Diallo. Toujours selon Jeune Afrique que je continue de citer, pour empêcher ce que son entourage qualifie d'infiltration mal intentionnée, Alpha Condé aurait proposé au président Macky Sall la mise en place de patrouilles mixtes à la frontière commune entre leurs 2 pays. Et il n'y aurait eu aucune suite. Fin de citation. Depuis, le scrutin s'est déroulé sans incident, dans le calme et la sérénité. Les violences qui ont eu lieu étaient liées à la proclamation des résultats que les partisans du candidat de l'opposition ont vivement contestés. Mais Alpha Condé s'est fait élire. Il a prêté serment devant un parterre de chefs d'État et de dignitaires venus du monde entier. Et il a été installé dans ses fonctions. On aurait pensé donc que l'orage est passé, mais les frontières restent toujours hermétiquement fermées. Cela fait 4 mois et 14 jours que ça dure. Les premiers touchés sont les transporteurs et les commerçants qui dépendent du trafic entre la Guinée, le Sénégal, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau. Le maintien de la mesure a eu de lourdes conséquences pour eux, bloquant des centaines de camions et véhicules légers habitués des trafics transfrontaliers. Ce qui a causé des dégâts importants, tels que la perte d'innombrables produits périssables. Après les transporteurs et les commerçants, ce sont les populations locales, les familles et de nombreux
consommateurs qui sont très affectés. Dans de nombreuses villes comme Kankan, Labé et même Conakry, les prix des denrées de première nécessité ont déjà augmenté. Les prix de la farine, du pain, du sucre et du riz ont grimpé, conséquence bien entendu de la fermeture des frontières. Pour de nombreuses familles, cette fermeture prolongée va entraîner des effets dévastateurs sur la pauvreté et la sécurité alimentaire. Il faudra bien se préparer à une augmentation significative de la faim et de la pauvreté. Ceci étant parce que ces mesures et restrictions ont été imposées sans préavis et prenant les populations de court, sans être en mesure de trouver d'autres moyens de subsistance. Si les effets de la fermeture des frontières sont dévastateurs pour les transporteurs, les commerçants et les consommateurs, une fermeture prolongée peut avoir des effets déstabilisateurs pour l'économie du pays. On sait qu'elle a des effets très négatifs sur le commerce informel au niveau des frontières, au point d'y mettre un arrêt définitif. Alors que de nombreuses familles dépendent de ce commerce informel pour leur survie. Bien souvent, c'est leur seule source de revenus, alors que le gouvernement n'est pas en mesure de leur donner les emplois nécessaires pour compenser ce manque à gagner. Le nomadisme pastoral et le semi-nomadisme sont aussi très largement affectés au point de mettre un terme à cette activité traditionnelle. On sait aussi que la fermeture prolongée des frontières encourage la contrebande et la corruption à grande échelle. Bien souvent, le pays est confronté à une augmentation du trafic de produits de contrebande tels que le riz et les produits pétroliers et qui, pour la plupart, sont subventionnés par l'État. Le Nigeria en a fait l'amère expérience récemment. Non seulement ce géant économique de l'Afrique devait faire face à ce trafic de contrebande, mais aussi à une corruption grandissante avec la multiplication des points de contrôle où des agents se livraient à toutes sortes d'activités prédatrices, telles que les demandes de paiement de pots de vin et autres formes de chantage. Le pays a dû faire face aussi à une baisse substantielle des investissements directs étrangers de l'ordre de 55% et à une pénurie de devises. Ce qui fait qu'après avoir maintenu sa frontière avec le Bénin fermée pendant 17 mois, le Nigeria a finalement ordonné qu'elle soit réouverte, car les avantages économiques étaient bien loin d'égaler les inconvénients. Les dégâts économiques se faisaient sentir dans tous les secteurs. Mais ce n'est pas tout. Une fermeture prolongée peut détruire l'agriculture d'un pays. En effet, les paysans utilisent l'argent de la vente de leurs récoltes pour s'acheter les produits manufacturés et autres biens de consommation non disponibles dans leur localité. Quand vous fermez la frontière, ils n'ont plus accès à ces biens. Produire pour juste se nourrir ou pour une consommation locale n'est pas une motivation suffisante pour les agriculteurs. À la longue, ils vont abandonner leurs champs
pour migrer dans les centres urbains où ils vont se reconvertir dans d'autres activités qui leur permettront d'acheter tous ces produits manufacturés dont ils ont tant besoin. C'est bien ce qui est arrivé à l'agriculture guinéenne au temps de la révolution multiforme et globale vers la fin des années 60 et au début des années 70, lorsque les frontières avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont restées fermées de longues années. Il y a eu un exode massif, un exode rural massif vers Conakry et les capitales des pays voisins, entraînant dans son sillage l'effondrement de l'agriculture guinéenne. Au vu de tous ces impacts négatifs, il faut se demander alors pourquoi les autorités de Conakry maintiennent la fermeture des frontières terrestres avec ces trois pays voisins. Et pourtant, les élections sont passées et le calme est revenu. La situation actuelle semble ne présenter aucun danger. D'ailleurs, quand on sait à quel point les frontières africaines sont poreuses, il faut se poser des questions sur le bien fondé d'une telle stratégie. Car, pour les plus déterminés, prêts à commettre des actes illégaux, le passage peut se faire sans passer par une structure de contrôle. Rares sont les pays africains qui ont les moyens de surveiller effectivement les milliers de kilomètres qu'ils partagent avec leurs voisins au niveau de leurs frontières communes. Alors, pourquoi les frontières guinéennes sont-elles toujours fermées? Les mauvaises langues racontent que les raisons de sécurité invoquées pour la fermeture des frontières sont toujours valides. Puisqu'à ce jour, ni le Sénégal ni la Guinée-Bissau n'ont daigné envoyer des messages de félicitations au président Alpha Condé suite à sa victoire à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Surtout que le candidat Cellou Dalein Diallo s'est autoproclamé gagnant de l'élection et refuse de faire la moindre concession. Alors, comment faire pour sortir de cette crise, surtout qu'entre-temps, de nombreuses familles guinéennes souffrent de cette fermeture des frontières, qui à la longue, il risque de saper les bases de notre économie. Un désastre économique dont le pays aura du mal à se relever. C'est pourquoi je lance un appel pressant au président Alpha Condé pour qu'il prenne l'initiative de débloquer la situation. C'est lui le président et il a tous les pouvoirs en main. Et si, comme il le dit, il est le président de tous les Guinéens, il devrait appeler le président de l'UFDG pour une rencontre à deux où ils pourront discuter afin d'aplanir leurs différences et trouver un compromis, ne serait-ce que pour le lancement du dialogue politique. C'est faisable et il suffit juste de surmonter les égos. En Côte d'Ivoire, le président Ouattara l'a fait en appelant le président Éric Konan Bédié à une rencontre en tête-à-tête à l'hôtel du Golfe. Cette rencontre a permis de baisser considérablement les tensions dans ce pays et un processus de réconciliation a été mis en marche. Tous ceux qui sont en train de donner à Alpha Condé un avis contraire veulent juste le tromper et l'induire en erreur.
dans le but de protéger leurs intérêts sordides. L'opposition ne disparaîtra pas. La répression féroce qui s'abat sur elle ne fera que l'entraîner dans la clandestinité. Et le pays ne fera que s'enfoncer dans la crise. Il est temps, Monsieur le Président, de rencontrer le président de l'UFDG. Il est temps de rouvrir les frontières. Il est temps de lever les barricades du siège de l'UFDG et de son quartier général. Soyez magnanimes en faisant libérer les prisonniers dont la majorité ne constitue aucun danger pour votre pouvoir. Et je ne suis certainement pas celui qui va vous apprendre que c'est dans la victoire qu'on peut être magnanime et que même les plus grands conflits se terminent à la table de négociation. Vive la refondation, vive la République, vive la démocratie, vive la Guinée. Je vous remercie.